Pour commencer, je voudrais que vous écoutiez ce cri du cœur des antisémites et des anticapitalistes. C'est alors, messieurs, que le monde change quand il y a Trump, Netanyahou et le bon sens qui commencent à remplacer le fanatisme. Écoutez, cela va beaucoup vous réjouir. Et le président chinois Xi Jinping n'est pas apparu au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud au Brésil cette année. Pékin a officiellement justifié cela par un conflit d'emploi du temps. La rencontre avec le président du Brésil a eu lieu plus tôt cette année. Ce sommet de 2 jours à Rio de Janeiro a réuni des diplomates du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Iran et d'autres pays. Vladimir Poutine a donné un discours en visioconférence. Et la Russie comme la Chine gardent leur distance avec l'Iran après, bien sûr, le récent conflit avec les États-Unis et les forces israéliennes. Là, à mon avis, il vient juste de dire Arabie. Il a dit « Nous ne voulons plus nous mêler des affaires des autres, qui ne nous concernent pas et qui entravent le développement et la sécurité de notre patrie, de notre État. » Les Länders ont atteint le sommet. Mais d'autres dirigeants au sommet ont pris la parole et ont condamné les attaques contre l'Iran ainsi que les tarifs. Le président Trump a apparemment réagi dans un discours à Seychelles. Tout pays qui rejoindra la politique anti-américaine des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sera soumis à un tarif supplémentaire de 10%. Aucune exception à cette règle, point final. Invitons la chercheuse principale de l'Institut Gatestone, Gordon Chang. Gordon, vous dites que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière son absence. Maria a rapporté que selon ses sources, Xi Jinping a subi un accident vasculaire cérébral à un moment donné. Dites-nous en plus. Oui, Maria a été la première personne dans les médias américains à en parler réellement. Et je pense qu'il n'y a que 2 explications plausibles pour lesquelles Xi Jinping a manqué le sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'une d'elles est qu'en raison des troubles politiques dans le pays, il ne pouvait pas se permettre de partir. Et l'autre, c'est que ses adversaires politiques sont maintenant si puissants qu'ils ne lui ont pas permis de quitter le pays. Vous savez, nous ne savons pas, parce que le système politique chinois est opaque. C'est vrai, ce ne sont pas simplement des nouvelles, c'est un bouleversement tectonique historique. Le 24 juin 2025, le chef d'état-major général d'Israël, le lieutenant-général Eyal Zamir, a fait la déclaration suivante. Les équipes terrestres ont opéré en profondeur sur le territoire iranien et nous ont assuré la liberté d'action. Cette déclaration n'a pas constitué une nouvelle, mais a seulement confirmé ce que beaucoup de ceux qui suivaient l'opération savaient déjà grâce aux fuites, aux enregistrements vidéo et aux témoignages de témoins oculaires. Les agents du Mossad s'étaient infiltrés en Iran avant même le début de l'opération Lion Ascendant, le 13 juin. Les Israéliens du Mossad étaient principalement entrés en Iran bien avant le début de l'opération israélienne. Il y avait beaucoup d'alliés en Iran, y compris ceux qui se souvenaient encore de la vie sous la prétendue tyrannie du Shah. Et même la jeunesse iranienne, qui voulait vivre avec la liberté européenne ou américaine, a commencé à s'organiser en groupes de résistance. Si l'Iran ne ressemblait pas encore à une poudrière, la mèche était déjà en train de se consumer. Et elle se consumait en fait depuis assez longtemps, précisément depuis l'époque que les Iraniens appellent la trahison d'Obama, puis la trahison de l'administration de Biden. Nous contrôlions totalement l'espace aérien iranien et chaque point où nous avons décidé d'agir, a déclaré Zamir. Cela a été rendu possible, notamment grâce à la coopération et à la désinformation menée par l'équipe aérienne et terrestre de Stochka. Israël a donc admis pour la première fois avoir conduit une opération en Iran. Des preuves publiques de cette activité ont commencé à apparaître dès le 13 juin, lorsque les actualités et les médias occidentaux ont décrit une opération au cours de laquelle le Mossad et les unités d'élite de Tsahal ont discrètement établi, pendant plusieurs mois, une présence mortelle à l'intérieur de l'Iran. Ils introduisaient illégalement dans le pays des drones, des munitions de précision, du matériel de communication et des agents, en les dissimulant dans des véhicules civils, des valises, des conteneurs, ainsi qu'en les camouflant en appareils électroniques ou objets du quotidien. Au début du mois de juin, les équipes et l'équipement étaient déjà en position à l'extérieur de Téhéran, d'Ispahanabad et d'autres sites importants. Sous leur nez.
Les services de renseignement iraniens et le corps des gardiens de la Révolution ne se contenteront pas de collecter des informations. Ils planifiaient également un sabotage généralisé et des opérations ciblées inattendues. Et tout cela, en réalité, se passait en plein cœur de l'arrière ennemi. Ainsi, le 13 juin vers 3h30 du matin, alors que des dizaines de chasseurs israéliens décollaient pour effectuer une frappe aérienne, les agents du Mossad étaient déjà sur le terrain, lançant des drones et des missiles depuis Pik-i-In Laous, installés sur des véhicules. Des groupes d'élite infiltrés en Iran démantelaient les cibles de la défense aérienne et les installations radars de l'intérieur, neutralisant leur système de défense aérienne. À ce moment-là, l'opération est passée de la planification secrète à des actions ouvertes. Les groupes au sol se sont parfaitement intégrés à la campagne aérienne qui allait bientôt éclater au-dessus de leur tête. L'Iran n'avait aucune chance. Les bombardiers étaient encore en vol, mais les radars de la défense aérienne iranienne et les dépôts d'armes commençaient à exploser, tandis que les commandants responsables de la riposte tombaient un à un. Les Israéliens ont bloqué les communications des militaires iraniens. Ils ont brouillé les signaux des radars. Ils ont même intercepté les communications entre le commandement militaire iranien. Mais il y a autre chose d'intéressant. Les Israéliens ont pénétré dans les réseaux téléphoniques iraniens et en ont pris le contrôle. Les agents israéliens ont pénétré dans les systèmes téléphoniques iraniens. Et des appels secrets en langue kurde ont été passés par un haut fonctionnaire et un général du corps des gardiens de la Révolution islamique, leur donnant 12 heures pour évacuer ou mourir. Un enregistrement audio ayant fuité, publié, a confirmé ces informations. Lorsque le système de défense aérienne et les moyens de communication iraniens ont été détruits et que les militaires étaient désorientés, environ 200 avions partis d'Israël ont commencé à arriver et à frapper plus d'une centaine de cibles. Parmi celles-ci figuraient des installations nucléaires à Natanz et Fordo, des dépôts de missiles près de Kermanshah et d'importants postes de commandement du corps des gardiens de la Révolution islamique à Téhéran. Les drones ont réussi leur mission, permettant à l'armée de l'air israélienne de dominer totalement l'espace aérien pour mener les attaques. Sous la direction des unités terrestres du Mossad et des avions GLOW L/W 2085, Nachshon Neitram, qui survolaient le territoire à l'aube. Les chasseurs F-35 Irdir F-16 Soufa et F-15 Raim ont achevé l'opération, larguant des munitions de haute précision sur des sites nucléaires et militaires à travers tout l'Iran. Ils étaient soutenus par des ravitailleurs aériens secrets Boeing 707RM et les tout nouveaux KC-46 Pixer récemment acquis. Et voilà que soudainement, après des décennies de menaces et de bravades, RAN s'est retrouvé contraint de simplement observer le groupe de frappe israélien s'éloigner, illuminé par le soleil levant. Quand les frappes ont débuté, les équipes ont disparu dans le paysage. Bien que non confirmé, il est probable que des unités comme Sayeret, Matkal et Shayetet 13 aient pris part à l'opération. Ces groupes sont réputés pour leur infiltration profonde, leur sabotage, leur rapidité et leur capacité à quitter promptement la zone d'opération, rendant leur implication logique. La base secrète de drones a été fermée, l'équipement a été caché ou détruit, et les véhicules se sont fondus dans le flot du trafic civil. Du moins pour un moment jusqu'à l'aube. Les résultats ont été stupéfiants. Les radars iraniens et l'infrastructure nucléaire ont subi des dégâts catastrophiques, des munitions de haute précision et des drones ont détruit en quelques heures la profondeur stratégique du régime. Le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, longtemps considéré comme imprenable grâce à son abri montagneux, a été frappé aux entrées clés du tunnel. Les images satellites révèlent des entrées effondrées et des traces d'explosions secondaires en profondeur à l'intérieur. Autrement dit, l'aviation israélienne connaissait si précisément la géographie des laboratoires atomiques iraniens qu'elle a pu fermer et sceller les entrées et sorties des installations et entrepôts souterrains, empêchant ainsi les Iraniens d'en extraire quoi que ce soit, avant l'arrivée des B-2 américains avec des bombes anti-bunker. Simultanément, toutes les centrifugeuses connues ont été détruites, ainsi que toutes les sources d'alimentation nécessaires à leur fonctionnement. En plus des sources d'énergie, ceux qui auraient pu organiser une résistance ou l'évacuation de l'équipement ont également été éliminés. Le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major de l'Iran et figure clé dans la planification de la guerre, a été confirmé tué dès le début de l'attaque. Le général Hossein Salami, commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, a également été tué lors d'un déplacement.
Amir Ali Hajizadeh, chef des forces aérospatiales iraniennes et architecte de la doctrine des missiles du pays, figure également parmi les morts. Le chef de Khatam al-Anbiya, le centre stratégique de coordination militaire de l'Iran, a été tué lors d'une frappe contre le quartier général de la défense à Téhéran, dans l'un des cas les plus frappants. Le général de division Gholam Ali Rashid, commandant de l'état-major central de Khatam al-Anbiya, a été tué dans les premières heures de l'opération Lion Ascendant le 13 juin, lorsque des chasseurs israéliens ont frappé son centre de commandement à Téhéran. 4 jours après, le général de division Ali Shadmani, nommé pour remplacer Rashid comme commandant militaire de l'Iran en guerre, a également été éliminé par une frappe aérienne ciblée le 17 juin. Je pense qu'il y avait pas mal d'officiers iraniens qui priaient Allah pour ne pas être promus. La direction du programme nucléaire a été décapitée lorsque Ghalam Reza Maghrabi, chef des opérations de Fordo, a été tué lors de la première vague. Et quelques jours plus tard, son successeur ainsi que plusieurs des principaux scientifiques ont également été tués. Ils ont été frappés par des frappes ciblées de drones et des explosions qui ont suivi. Les moindres aspects de l'opération ont été soigneusement planifiés, ainsi que les réponses possibles de l'Iran et les réactions à toute action de l'ennemi. Comment l'Iran a-t-il répondu? Comme prévu par des frappes chaotiques sur les quartiers résidentiels d'Israël. Mais contrairement à l'opération israélienne de précision qui visait les stations radars, les sites nucléaires et les hauts gradés militaires, la riposte de l'Iran a été désordonnée. Des salves sauvages ont déclenché des alertes aériennes dans tout Tel Aviv, Haïfa et Be'er-Sheva, tandis que les drones et missiles étaient abattus dans le ciel par le dôme de fer et la fronde de David. Le système de défense aérienne israélien a intercepté plus de 90% des cibles, mais certaines roquettes ont réussi à passer. Le coup le plus dévastateur a frappé le centre médical Sorok à Be'er-Sheva, où des dizaines de personnes ont été blessées. Une roquette a explosé près du quartier général de la Kiria à Tel Aviv. De l'armée israélienne. L'explosion n'a pas percé la défense, mais elle a secoué le sol sous le poste de commandement national. Les drones et missiles iraniens ont également frappé l'Institut Weizmann à Rehovot et le technoparc Pougaviem à Be'er-Sheva. Au nord, un drone a heurté un immeuble résidentiel de 2 étages, l'un des rares cas confirmés par Tsahal d'impact direct. Du drone. À Ramat Gan, Olon et Tamra, des quartiers résidentiels ont été touchés, causant des vitres brisées et des blessures légères. Peut-être que la frappe la plus inquiétante a eu lieu près de Haïfa, où une partie de la raffinerie de pétrole Bazan et la centrale électrique locale ont été endommagées, ce qui a provoqué des incendies et des coupures de courant. Bien que la plupart des menaces aient été interceptées, ces quelques frappes réussies montrent comment la stratégie de saturation peut mettre en danger même le deuxième système de défense antimissile le plus protégé au monde. Autrement dit, Tyran n'avait aucun plan de riposte. Pendant 30 ans, chaque jour, les mollahs criant « Mort à Israël », le peuple criait avec eux, ils bénissaient les bombes et les roquettes, promettaient 170 vierges, mais ils ont complètement oublié de réfléchir à ce qu'ils feraient si Israël, ce salaud, attaquait le premier. C'est-à-dire de façon préventive, après avoir d'abord écrasé les mercenaires de l'Iran. Hezbollah, Hamas, Houthis. Les Assyriens eux-mêmes enverront l'Iran balader sur les 3 lettres ou même sur 4. Les Iraniens étaient stupéfaits du nombre d'Israéliens qui préparaient des bombardements contre l'Iran tout en étant à l'intérieur de leur pays. Les forces de sécurité, sous la direction du ministère du Renseignement et du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ont commencé à arrêter des suspects dans tout le pays. Lors de la première vague d'arrestations, plus de 700 personnes ont été arrêtées, dont des gardes-frontières, des douaniers, des techniciens du ministère de la Défense, des entrepreneurs civils et du personnel subalterne du Corps des gardiens de la Révolution islamique. À Téhéran et à Qom, des raids particulièrement importants ont eu lieu, lorsque les membres de la milice Basij ont arrêté des dizaines de personnes aux premières heures du matin dans la capitale. Des immeubles résidentiels ont été bouclés pour mener les interrogatoires. En moins d'une semaine, les autorités ont annoncé avoir identifié des complices liés au service de renseignement sioniste et avoir entamé une procédure accélérée d'examen des affaires dans des tribunaux révolutionnaires à huis clos. Au moins 3 exécutions ont été confirmées. À la télévision d'État de la République islamique d'Iran, des aveux apparemment obtenus sous la contrainte ont été diffusés. Il n'y avait plus aucun Israélien ni aucune personne ayant activement aidé Israël de l'intérieur en Iran après la fin de l'opération. Ils n'ont laissé personne, ils ont arrêté et forcé à avouer des gens innocents.
Eh bien, c'est toujours comme ça dans les États idéologiques. Appelons cela ainsi. Sur quoi l'Iran compte-t-il, ou plutôt sur qui? Sur la Chine, sur la Russie. Parlons donc de la Chine, mesdames et messieurs. D'ailleurs, à la fin, il y aura quelque chose de très intéressant. Xi Jinping n'est pas allé au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est un événement extraordinaire, pour que vous compreniez. Soit il est mourant, c'est-à-dire qu'il va très mal, il ne peut pas sortir, soit son pouvoir est menacé par un certain danger. Souvenez-vous, Khrouchtchev est parti de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et quand il était revenu, il n'était plus le secrétaire général du Parti communiste de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Poutine non plus n'est pas parti. Apparemment, en apprenant l'absence de Xi, il a aussi décidé de ne pas s'y rendre. Autrement dit, 2 des principaux participants des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ne sont soudainement pas allés à la rencontre, mais le monde s'est concentré sur les raisons de l'absence de Xi. Marie Bartolomeo a de bonnes sources au ministère des Affaires étrangères et, de son point de vue, il s'agit de la maladie de Xi. La politique de la Chine envers les États-Unis a conduit à des faillites, des lockouts, des problèmes bancaires et l'arrêt de projets de construction. Et les Chinois personnifient leurs problèmes à travers l'image de Xi Jinping. Donc, ils luttent actuellement pour sa survie. Mais voici toutes les données provenant de Chine. En ce moment, il y a une lutte interne là-bas. Ceux qui veulent la paix et la prospérité, prêts à sacrifier la fierté nationale pour la prospérité, et ceux qui, même s'ils doivent provoquer un déluge, ne céderont pas un pouce. Et le danger, c'est que dans de telles situations, la Chine, habituellement prudente, pourrait commencer à faire des bêtises en attisant des conflits et des affrontements armés dans le monde entier. Par exemple, ils ont essayé de semer la discorde et de déclencher un conflit entre l'Inde et le Pakistan, mais ce conflit a été stoppé par Donald Trump. C'est pour cela que le Pakistan envisage de proposer Donald Trump pour le prix Nobel, d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Le Congo envisage également de faire la même chose. Conjointement avec l'Union des États africains, ils vont proposer Donald Trump pour un autre prix Nobel. En vérité, après Yasser Arafat et Barack Obama, recevoir le prix Nobel de la paix n'est plus une preuve en soi. Je ne sais pas si le lauréat a vraiment fait quelque chose pour la paix. Plutôt, on donne le Nobel pour la haine envers les Juifs et pour les plus grands torts causés à ce peuple. Je pense que Donald Trump pourrait recevoir le Nobel. C'est juste pour que, disons, fasse un effort pour atténuer l'impression que tous les lauréats du prix de la paix sont des antisémites, des créatures ignobles, des meurtriers et aussi des salauds, en même temps. Peut-être que Trump refusera aussi, mais je ne sais pas, peut-être qu'il ne voudra pas être associé aux ennemis acharnés des principes fondamentaux de l'Amérique. Eh bien, d'ailleurs, le 7 juillet à la Maison-Blanche, le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, a remis à Trump une copie de la lettre d'Israël au comité Nobel. C'est déjà la 3e demande concernant Trump adressée au comité Nobel, par laquelle Israël nomine Trump pour un 3e, déjà 3e, prix Nobel de la paix. Comme vous vous en souvenez, les émeutes et le chaos à Los Angeles ont pris fin lorsque Trump a déployé 500 marines depuis leur base à Orange County vers le centre-ville de Los Angeles. Tout s'est calmé, a disparu, s'est évaporé, je dirais même. Ceux qui couraient tôt là-bas ont simplement décidé de ne pas s'en prendre aux marines. Le maire et le gouverneur prononçaient des discours accusateurs, des monologues de condamnation, promettant aux bandits locaux qui, dans notre ville, vendent tout ce que les bandits vendent habituellement, qu'il y aurait plus de fédéraux. Nous, le maire et le gouverneur de Californie, nous n'allons pas permettre qu'ils viennent ici, qu'ils perturbent vos affaires.
Donc personne n'empêchera les cartels de vendre de la drogue et de faire le trafic de jeunes filles et garçons pour le plaisir des sadomasochistes du quartier et de leurs riches invités venus de l'étranger. Mais ils ont oublié de demander à Ice son avis là-dessus. Nous sommes avec des centaines d'agents fédéraux et de militaires. En ce moment, dans le quartier du parc MacArthur à Los Angeles, considéré comme une ville sanctuaire, une vaste opération fédérale sur la législation de l'immigration est en cours. Ce quartier est très influencé par le gang Mara Salvatrucha 13, Ce qui signifie que ce quartier est contrôlé par un gang appelé Mara Salvatrucha 13, l'un des gangs les plus sanguinaires au monde. C'est à eux que la maire de Los Angeles avait promis une protection contre Trump. La maire basse, elle a exigé que les raids cessent. Donc c'est encore indirect. Cette folle n'a aucun pouvoir. Continuez à regarder, vous la verrez dans la foule. Voici la vue réelle depuis KTTV. Des centaines d'agents fédéraux et de militaires participent à cette opération d'envergure pour faire respecter la législation sur l'immigration. Vous pouvez voir, en fait, de gros chars juste ici. Vous voyez les agents dans leur équipement. Et il semble que ce soit précisément le maire Basnou qui soit entouré de photographes. Donc, nous travaillons pour obtenir plus d'informations. Il semble qu'elle va s'occuper de recueillir des informations à ce sujet. La mère est arrivée là-bas et, devant les caméras, elle a exigé que la police parte immédiatement et ne touche pas aux bandits. Elle est intervenue à un moment intéressant dont je vais vous parler. Madame la mère, vous êtes là pour les emmener. Madame la mère, vous êtes ici pour les emmener, enlevez-les. C'est inclus. Ouais. Une question, Maire Musk. Pouvons-nous vous parler très rapidement? Que faites-vous pour protéger les journalistes? Ils ont tous été abattus, arrêtés ou ont disparu. J'ai peur de sortir dans la rue et de faire mon travail. Que faites-vous personnellement pour protéger les journalistes? Que faites-vous personnellement pour protéger les journalistes? Elle essaie, elle filme cela en vidéo. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Voici notre maire, Karen Bass, qui donc a brûlé un quart de notre ville de Los Angeles. Elle a nommé à la tête des pompiers 3 de ses amies lesbiennes, qui savaient sûrement bien faire certaines choses, mais cela n'avait rien à voir avec la lutte contre les incendies. La voilà, belle, intelligente, membre du Komsomol, pas une sportive. Tu comptes partir? D'accord, s'il te plaît, tu peux partir dès que possible. En quoi consiste la mission? Karen Bass, menteuse. Karen Bass, menteuse. Et de la foule? Il crie Karen Bass, menteuse, menteuse. Il doit être opéré, c'est son nom, non, 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 Tarinba menteuse, Tarinba menteuse. Elle sait pour les Jeux Olympiques, c'est son nom, les Jeux Olympiques en 2028. C'est ainsi qu'elle dirige la ville avec sagesse et efficacité. Elle appelle quelqu'un et dit « Tu ne peux pas venir plus vite, c'est très important, il faut venir au plus vite. C'est maintenant la crise de nerfs. » Maire Bass, Maire. Bah, avez-vous des commentaires? Maire Bass, merci. Oui, c'est mon commentaire. Ils doivent partir immédiatement. C'est inacceptable. Ils attendent juste de s'en aller. Nous ne pouvons pas permettre cela. Ils partiront bientôt. Pouvons-nous lui demander de parler? Elle descend là-bas sans raison, on lui dit « Hé, nous avons déjà fini, mission accomplie ». Ensuite, elle demande aux médias de partir, même s'ils sont déjà en train de le faire. Elle essaie de s'attribuer le mérite, puis elle dit « Écoutez, c'est... » Mon commentaire. Ils doivent partir, et ils doivent partir tout de suite. Ils doivent partir parce que c'est inacceptable. Avec qui parliez-vous? Mère Basse, ils attendent de partir. Patientez, vous verrez, ils s'en iront sous peu. Voyez ce que j'ai réalisé. Regardez bien.
C'est-à-dire, vous vous souvenez du Petit Prince quand le dictateur sortait sur le terrain exactement 1 minute avant le lever du soleil et ordonnait au soleil de se lever, et le soleil obéissait docilement. De même, la maire de Los Angeles a découvert que l'opération était terminée et a exigé bruyamment devant les caméras qu'il quitte Montsaville. Et tout de suite, sur commande, comme avec le dictateur et le soleil, tout le monde a commencé à partir. Nous avons une maire toute puissante à Los Angeles. Voilà, messieurs, il y a une question. J'ai besoin de temps en temps de transférer de l'argent à mes employés en Russie et en Biélorussie. Je ne peux pas le faire via la crypto-monnaie en espèces, ni payer les services de ceux qui font cela comme un business. Ici, j'envoie sur un compte bancaire et là-bas, ils peuvent retirer comme ils veulent, en espèces à la banque par virement, en liquide ou sur une carte bancaire. Si vous êtes intéressé, commentez ci-dessous. En plus de cela, nous avons une boutique avec des articles portant des inscriptions et des slogans intéressants. Cliquez sur les slogans pour les voir, ce sera sous la vidéo. Nous avons toujours des informations à ce sujet et il me semble aussi des photos. Vous pouvez cliquer dessus ou sur le lien et tout s'ouvrira. Cela pourrait intéresser quelqu'un. Et enfin mon livre Capitalisme 101, ce n'est pas de l'économie sèche, mais des histoires amusantes sur la façon d'apprendre à mieux vivre. En bas, il y aura Snovska, cliquez et vous recevrez le livre en cadeau. Et aux États-Unis, des événements se produisent chaque jour qui ont un impact sur le monde entier. À Washington, ils éternuent. Et à Pékin, Kiev, Jakarta, Riyad, tout le monde sursaute. Et nulle part ailleurs vous ne pourrez obtenir des présentations et des récits aussi complets, exhaustifs et intéressants sur ce qui se passe que ici, sur la chaîne Léon Weinstein. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, laissez des commentaires, je lis, parfois j'écris merci, parfois je réponds, parfois je laisse juste un petit mot, mais je lis. Et partagez, s'il vous plaît, avec vos amis, parce que c'est comme ça que la chaîne se développe. Merci d'être passé, j'espère qu'on se retrouvera demain, c'est ça, on se reverra, et après-demain encore, au revoir.